Et oui, bienvenue dans cet épisode 33 de Voyage Cast. Dans cet épisode, on va faire un petit tour de la Colombie avec Aidé du blog travelplugin.com. Vous aurez même le droit d'entendre Tony, le superbe dessinateur derrière ce blog très sympathique. La Colombie, mais c'est pas un truc touristique ça. Il y a vraiment des trucs intéressants à faire? Et surtout, est-ce qu'on peut s'y déplacer sans avoir le risque de se faire kidnapper par des guerrieros? Eh bien, vous l'apprendrez dans ce numéro de Voyage Cast. Nous avons fait le tour de 4 grandes villes de Colombie. On a commencé par Popayán, puis on a filé sur Cali, on a poursuivi sur Medellín pour finir, naturellement, dans la capitale, à Bogota. Alors vous vous en doutez, la Colombie c'est très très grand. Aidé n'a pas été à tous les endroits, elle a fait un séjour assez court de 2 semaines, mais elle en a vu assez pour pouvoir nous parler de ces quelques villes très intéressantes déjà. On fera certainement un autre podcast sur la Colombie d'ici quelques temps, cette fois-ci peut-être avec quelqu'un qui est sorti des sentiers battus et qui a pu, pourquoi pas, aller visiter ces magnifiques volcans et ces hauts sommets, ou qui a été se perdre dans l'Amazone. Mais ça, ce sera dans quelques mois si je trouve un aventurier qui a fait ce genre d'expédition. En attendant, explorons déjà les villes avec Aidé, tout de suite en interview. En Colombie? As-tu la moindre idée de comment c'est la Colombie? Moi, je sais que tes bouquins marchent bien dans ce pays de macho, mais c'est encore la jungle, Johan. Il y a des insectes gros comme des camions. Tu es révolutionnaire. Tu as eu tes vaccins. Mes vaccins? Quel vaccin? Tu vois, t'es absolument pas préparé. Attends une minute, où cours-tu? Veux-tu m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi tu te précipites comme ça, comme une folle? Hélène a de très gros ennuis. Elle a quelques petits problèmes. Des petits problèmes. Son dernier petit problème était, je crois, de trouver son mari coupé en morceaux. Je ne veux pas te laisser y aller. Tu ne peux pas y aller. Bonjour et bienvenue sur Voyage Cast, je suis Jonathan et je suis accompagné aujourd'hui d'Aidé. Salut! Salut! D'ailleurs, je prononce Aidé ou Aidé en fait? Aidé. En fait, je crois qu'il y a plusieurs prononciations parce que ma mère est irlandaise, c'est elle qui m'a appelé comme ça. Et elle m'appelle Haydé. Oh, c'est joli, elle a le nom de la petite princesse du comte de Monte Cristo. Hein. On aime ça. C'est ça. Alors tu n'es pas une étrangère, hein, tu viens du blog Travel Plugin. Tu peux nous expliquer juste en 2 mots qu'est-ce que c'est, de quoi tu parles? Alors en 2 mots, ça va être dur. C'est un blog de voyage principalement, mais également un blog de conseils en blogging et particulièrement en blogging voyage. Pour cela, j'ai écrit un livre donc qui fait une 50aine de pages, qui est en fait constitué de 33 étapes de comment créer un blog de voyage jusqu'à sa monétisation, et surtout un blog de voyage de qualité. C'est ce qui est le plus important, et aussi également pour obtenir de plus en plus de followers. Alors très intéressant justement, chouette livre, hein. Franchement si vous voulez commencer à bloguer c'est pas mal. Moi j'aurais bien aimé avoir ces conseils là en commençant à bloguer, ça m'aurait évité de faire pas mal de bêtises et de perdre beaucoup de temps. Petit salut aussi à Tony, qui est à côté de toi d'ailleurs, qui fait des petits dessins, ce qui donne quand même une jolie particularité à ton blog, parce qu'au niveau des blogs de voyage, à mon avis, c'est un peu le seul à dessiner, et c'est vraiment sympa, ça ajoute un peu d'humour dans ses notes. Moi j'aime bien. Bah moi je pense que c'est même ça qui fait qu'on s'est un petit peu fait remarquer sur la toile, hein. C'est grâce à ces dessins en fait. Exactement, donc allez voir le petit lama sur Travel Plugin. Mais on n'est pas vraiment là pour parler que de blogging non plus, on va parler de la Colombie. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu y as été, pourquoi? Alors, j'y étais en 2011, et c'était en avril 2011 exactement. Pourquoi la Colombie? Parce que justement, tout le monde me disait de ne pas y aller. Je me suis dit, bah voilà, c'est l'endroit où y aller, il y aura sûrement pas beaucoup de touristes, et effectivement, j'ai été agréablement surprise, notamment par l'accueil des gens, et je pense que ça vient vraiment du fait qu'il y ait très peu de touristes, donc le pays n'est pas tellement pourri par ça. Enfin, quand je dis pourri, c'est pas tellement le bon mot, mais à l'inverse du Pérou, on a des racoleurs à tous les coins de rue. Là-bas, j'ai pas du tout eu ce sentiment. Donc ça, c'est une des raisons. Et puis également parce que j'ai rencontré des Colombiens pendant le trajet qui m'ont fait des éloges de leur pays. Exactement, ouais. Colombie, alors on t'a sûrement pas encouragé d'y aller à cause de l'insécurité, hein. On se rappelle quand même que jusqu'aux années 2000 à peu près, c'était quand même la catastrophe à ce niveau-là. On peut quand même dire que selon Wikipédia, hein, on a les chiffres jusqu'en 2009-2010, donc je sais pas comment ça se situe en 2012, mais les taux de criminalité baissent vraiment énormément, hein. Ça a carrément baissé de moitié. On rappelle aussi qu'il y a Fabrice, c'est un voyageur qui est très souvent, reste plusieurs mois d'affilée, puis qui nous disait aussi que c'était un pays, il fallait se méfier un peu où on allait, hein. On va pas se promener n'importe où, mais ça c'est un peu le cas dans beaucoup de pays. Et puis il y a des vols, mais on va pas dire un peu la même chose qu'à Paris, hein, où des gens se font voler aussi.
Donc oui, toi, ton point de vue là-dessus, c'est quoi? Bah disons que on a fait attention, notamment le fait qu'on s'est fait agresser quand on était au Pérou, donc à peu près un mois avant. Donc forcément, on était beaucoup plus sur nos gardes. Notre regard était un peu biaisé parce que dès qu'on voyait quelqu'un nous regarder de travers, on avait un peu peur. Donc c'est pour ça que ça dépend ce que tu as vécu avant, ça dépend de beaucoup de choses. Mais j'avoue que à une certaine limite, on ne dépassait pas on sortait du centre-ville, mais on n'allait pas trop loin non plus. Exactement, ouais. Je vous encourage sur YouTube, il y a une vidéo très intéressante d'un journaliste, un photojournaliste américain qui est allé là-bas et qui s'est justement amusé à se promener un peu partout. Puis lui, il disait aussi que c'était pas si dangereux du moment qu'on prenait certains guides et puis que la police et l'armée surveillaient quand même pas mal. Donc on va dire, voilà, un pays où on peut aller en faisant attention, mais c'est quand même pas un pays où on se fait couper la tête à tous les coins de rue, comme on entend parfois dans les journaux télévisés. Alors ok, premier endroit où tu es arrivé d'un autre pays, hein. T'es pas arrivé directement en Colombie. De l'Équateur. D'accord. Et donc tu as été à Popayan. C'est ça. Alors est-ce que ça ressemble à quoi la Colombie en fait? Moi j'ai l'impression que c'est très très vert surtout. Bon là, une ville, ça ressemble à quoi une ville colombienne comme ça? Eh bien, je dirais que les 4 villes que j'ai visitées ne se ressemblent pas du tout, donc j'ai pas envie de faire de généralité. Mais si je dois parler de Popayan, c'est une ville qui est très jolie, qu'il faut voir. Par contre, je n'y suis allée qu'une seule journée, donc je vais pas pouvoir en parler énormément. Par contre, j'ai marché toute la journée, tout autour de la ville. C'est une ville en fait un peu style colonial espagnol, qui a été créée par un Espagnol dans les années 1500, il me semble. Et en fait, elle est reconnue comme la ville la plus coloniale, du style colonial espagnol de la Colombie. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Elle a été surnommée la ville blanche, parce qu'en effet, tout est blanc là-bas. Et bizarrement, il y a un séisme en fait qui est apparu dans les années 80. Mais ça ne se voit pas tant que ça parce qu'il y a eu un tel investissement dans la reconstruction de la ville que ça se voyait pas. Donc, à certains endroits si, mais c'était pas évident. Ouais, un séisme de 18 secondes, hein. Super court, mais ça a cassé pas mal de choses. Ils ont beaucoup investi, hein, parce que ça reste une ville. Alors tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, mais c'est une ville quand même qui a vocation touristique à quelque part, si elle est belle, non? Ils attendent un peu le tourisme, non? Je parlais de la Colombie en général, où j'avais lu quelque part, après peut-être que tu vas me contredire, où il dépassait difficilement le million de touristes à l'année. Si on compare à la France, c'est environ 60 millions. Donc, la France, après, c'est un des pays les plus visités. Le plus visité, oui. Le plus visité, ouais. Donc, après, disons que c'était pas évident à voir par rapport aux pays comme le Pérou, par exemple. D'accord, c'est pas mal, hein, parce que beaucoup de gens se plaignent du Pérou, commencent à se plaindre un peu de la Bolivie aussi, qui arrive très touristique. Donc c'est peut-être le moment d'aller au Colombie, hein, en tout cas c'est ce qu'on entend. Il y a des volcans pas loin aussi. T'as eu l'occasion ça se voit de la ville? T'as eu l'occasion d'y aller? Non, pas du tout. D'accord, parce que c'est quand même un joli sommet à 4650 mètres qu'on peut faire, hein, le volcan Puracé. Qui a l'air quand même vraiment magnifique. Il y a pas mal d'endroits qui sont vraiment des réserves naturelles en Colombie, hein. Donc c'est vrai que pour le coup, il faut y rester plus longtemps que 2 semaines pour y aller, hein, parce que il faut de l'investissement, il faut du temps, on y va à pied. Mais ça peut être des trucs vraiment sympathiques à faire. T'y as été à quelle période, toi, en fait? Alors j'y suis allée c'était pendant la mousson, donc c'était avril. Il pleuvait tout le temps. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait peu de touristes. Il pleuvait tout le temps, vraiment tout le temps. Mais c'était agréable quand même parce qu'il faisait pas trop froid. Pour revenir sur Popayan, moi je suis c'était vraiment de passage, hein, donc c'est bien que j'ai pas visité les volcans ni quoi que ce soit. D'accord, alors on va peut-être passer dessus, juste peut-être dire qu'il y a la procession de la Semaine Sainte, qui est la 3e plus grande au monde. Ça peut être intéressant si vous êtes par là au même moment, hein, des grandes processions visiblement, comme on en voit souvent quand même en Amérique du Sud. Alors ensuite, tu es parti sur Cali, Cali qui se situe pas très loin, hein. Oui. C'est quoi, 200-300 km maximum? En fait, c'est 3 heures de route en minibus. Ah oui, donc ouais, c'est encore plus près que ça. Voilà, donc on a fait peut-être 5 heures, je sais plus. C'était entre 3 heures et 5 heures. Et c'était chaotique. Je crois que j'ai jamais vu un bus bouger autant de ma vie. Parce que c'est des routes montagneuses ou bien? Non, je pense que les routes étaient pourries tout simplement. Et en fait, à chaque fois, je me cognais la tête contre le plafond à chaque rebond. Si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, je vois. C'est pas très agréable. Et aussi, petite précision, pour les filles, prévoyez d'aller aux toilettes avant de monter parce que pendant les 3 ou 5 heures, on s'arrête pas. Ouais, c'est les trucs embêtants en bus. J'avais la même chose en Afrique, la même chose en Inde. C'est vrai que c'est l'horreur, hein. Tu te demandes, mais je sais pas, ils sont habitués les gens là-bas, je sais pas.
Bah, je C'est crois que incroyable. à mon avis, oui, parce que personne se plaint à part nous, quoi. Ouais, c'est ça. On est des pénibles, quoi, en bref. On est touristes et en plus on est pénibles, c'est l'horreur. Ok, alors Cali, à quoi ça ressemble? Alors les différences avec Popayan, c'est plus petit, plus grand? Alors en fait, en arrivant, le truc qui m'a choqué tout de suite, c'est que j'ai trouvé que c'était une fourmilière incroyable. Et tout le monde avait quelque chose à vendre, tout le monde avait quelque chose à dire, à faire. Enfin, ça bougeait dans tous les sens. Parce qu'en fait, en arrivant sur Cali en minibus, la première chose, c'est qu'on a traversé tous les quartiers populaires. Et là, tu vois vraiment, enfin, tu vois une forme de pauvreté. Enfin, quand je dis populaire, c'est aussi pauvreté. Les visages étaient très marqués par la dureté de la vie, etc. C'est une autre chose, bah en fait toutes les couleurs de peau se côtoient, t'as un trafic de voitures qui est complètement anarchique, c'est incontrôlable. Et je te dirais que je me voyais quand même mal marcher tranquillement dans ces quartiers, mais c'était sympa à traverser en minibus. Donc, enfin, Cali pour moi, il y a des quartiers où vaut mieux pas y mettre les pieds. Ouais, petit détail, tu n'étais pas seul, hein. Non, j'étais avec Tony, mais on était dans le minibus pour l'instant. Mais tu sais, même à deux, hein, c'est dangereux. Oui, non, mais enfin ouais, parce que c'est toujours le problème des fois quand on interroge des femmes dans un podcast, tu sais, après il peut y avoir d'autres qui se disent ah mais elles ont été seules en Colombie, c'est génial. Alors non, tu as pas forcément été seule non plus quoi. Juste Ah oui. par clarté, voilà, on veut pas influencer ni d'un côté ni de l'autre nos auditeurs, donc voilà, vous y étiez deux, ce qui est quand même peut-être un peu plus sécuritaire qu'une femme seule. Dans certains pays d'ailleurs, enfin les femmes, alors toi qui as voyagé un peu dans ces régions d'Amérique du Sud, j'ai pas eu de femmes encore qui m'ont parlé d'Amérique du Sud. Comment c'est par rapport aux femmes? Peut-être juste petite parenthèse entre deux. Comment tu te sentais toi? Est-ce que Bah, très bien. En fait, j'ai fait 3 pays seuls, l'Argentine, le Chili et la Bolivie. L'Argentine, franchement, j'avais l'impression d'être à Paris, mais encore une fois, je suis restée 1 mois et demi à Buenos Aires, à peu près. Enfin, je suis restée 2 mois en tout en Argentine. J'ai fait 3 grandes villes. Après, j'étais dans des grandes villes, donc, enfin, moi, j'ai pas du tout eu l'impression que c'était dangereux. Je me suis quand même éloignée. Enfin, tu sais, mais non, ça m'a pas choqué. Il y en a qui m'ont dit que j'étais folle de me balader à 4 heures du mat, en plein milieu de la ville, hein, mais moi, je crois que je suis un peu téméraire, donc et à 4 heures du matin, même moi je l'aurais pas fait a priori, mais bon, tant mieux si ça s'est bien passé, mais donc effectivement pas vraiment de gros problèmes pour les femmes là-bas. Ben tant mieux, hein. Buenos Aires, je l'ai fait plein de fois, hein. Et vraiment, j'ai pas du tout senti de danger. Après, j'ai peut-être eu de la chance. Peut-être. Bon ben dans le doute, n'essayez pas de faire comme aider. Mais enfin, en tout cas voilà, c'est faisable, en tout cas on va dire. Tu t'es pas senti menacé, rien, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, mais de toute façon, enfin, pour revenir sur Cali, au niveau du quartier, on a choisi un quartier qui était assez sûr. C'était un quartier où, bien sûr, il y avait beaucoup d'autres étrangers, beaucoup d'hôtels. C'est le quartier de San Antonio, qui est assez connu et c'est assez mignon et tout. Donc, même à deux, c'est là où je veux en venir, c'est que même à deux, on a choisi un endroit assez sécurité. Ouais, c'est mieux, on est en vacances, hein, on n'est pas en zone de guerre. À ce qui paraît, c'est le centre, hein, la capitale de la salsa. C'est vrai? Ça danse beaucoup là-bas? Oui, j'allais en parler justement, que c'était Ah, ça vraiment tombe bien, la belle ville. transition. Et d'ailleurs, il y a même une avenue qui s'appelle l'avenue Sexta, que je recommande. C'est une avenue en fait qui est plein de petits cafés, de plein de petits bars, restaurants et boîtes de nuit. Et si tu veux danser la salsa, c'est vraiment l'endroit. En plus, les Colombiens viennent facilement danser avec toi, même si t'es nul. Donc c'est mon cas en salsa. Ouais, alors je pense que tu pourras jamais me battre au point de vue nullité en danse. Sincèrement, je suis épouvantable. Mais ça se donne des cours là-bas? Par exemple, si je me dis tiens, je vais passer 2 semaines là-bas, tu sais si ça se fait? Oui, enfin, je l'ai pas fait, mais j'en suis sûre parce que j'ai rencontré des personnes quand j'étais donc dans cet hôtel qui s'appelle le Café Tostaki, qui est tenu par un Français. J'ai rencontré pas mal de gens qui traînaient, qui étaient de toutes les nationalités. C'était vraiment un café génial pour rencontrer du monde. Les gens se regroupaient ensemble pour sortir ensemble derrière. Et grâce à ça, bah, j'ai pu discuter avec eux et certains prenaient des cours. Et ça se faisait très facilement. En fait, tu passes carrément par l'hôtel. Les hôtels te proposent les cours. Bon, ça peut être pas mal ça, hein. C'est un joli objectif, tu dis je reste 2 semaines, j'apprends un peu la salsa. Pourquoi pas? Ça fait style de dire que t'as appris la salsa en Colombie en plus. Bah oui, comme le tango en Argentine. D'ailleurs, tout le monde m'a demandé en rentrant, mais j'ai dit bah non, j'ai pas appris. Même pas, mais c'est scandaleux ça. Et non, j'ai couru comme d'habitude. Ben c'est une bonne raison pour y retourner, hein. Ouais. Ok, donc d'autres choses intéressantes à Cali peut-être, à part d'aller danser en soirée? Bah écoute, c'est une ville vraiment que je trouvais gigantesque. Déjà, enfin, on l'a pas dit, mais il y a quand même 3 millions 5 millions d'habitants. J'ai trouvé cette ville belle et moche à la fois. Vraiment, j'arrive pas à la qualifier. Il y a des endroits que je trouvais vraiment très laids et d'autres grandioses.
Alors peut-être que c'est un peu partout comme ça, mais particulièrement dans cette ville. Sinon, qu'est-ce qu'il faut voir à Cali? Alors nous, on est parti faire le zoo. Pourquoi? Parce qu'il est très reconnu. C'est un des plus grands zoos, je crois, d'Amérique latine. Peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que c'est un des plus grands zoos. En tout cas, de Colombie, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas génial de voir des animaux dans des cages et tout ça, mais on a quand même aimé. Et le petit détail qui tue, c'est que moi, j'ai pas mis d'anti-moustique et d'anti-bête qui pique. Alors, je ne connais pas le nom de la bête qui m'a piqué, mais j'en ai eu pour 2 semaines à me gratter avec des cratères partout sur les jambes. Et ce qui était rigolo, c'est qu'on voyait beaucoup de touristes en Colombie avec les mêmes jambes que moi. Donc en gros, il faut tout le temps se protéger. Donc, elle est surtout dans le zoo. Donc ça, c'est la petite anecdote que j'avais envie de dire. Et puis. Ouais, embêtant. Enfin, c'est le cas les moustiques, il y en a quand même pas mal en Amérique du Sud, hein, parce que c'est à partir d'une certaine altitude, plus en Pérou, Bolivie et tout ça, mais en bas, il y en a quand même beaucoup. Je pense pas que c'était des moustiques, hein, c'était autre chose. Hein, j'ai pas réussi à choper le nom là-bas, mais. Une sale bête. Voilà. Donc faites attention aux sales bêtes à Cali, c'est dangereux. Peut-être un truc qui sortait du zoo, tu sais. Bah en tout cas, j'étais pas la seule à me faire avoir. Ok, donc Cali, j'ai entendu parler d'un jardin botanique aussi là-bas. Il semblerait qu'il y a pas mal de cultures d'orchidées entre là et Bogota, par exemple. Oui, alors en fait, on a fait ça, mais à Medellín. À Medellín, il y a un jardin botanique de ce style-là qui est à voir absolument. Alors ça nous fait une jolie transition. Medellín alors, pas si loin que ça de Cali non plus, hein. C'est à peu près à mi-chemin de Popayán. Oui, bah c'était l'intérêt en fait, une manière de visiter la Colombie en faisant quelques heures de bus à chaque fois. Mais malgré tout, ils te disent pas trop loin, ils te disent 8 heures, mais à chaque fois t'en as pour 11 heures. Enfin, ça reste long quand même dans le bus. Mais c'est vrai que c'est pas trop loin, ça va. Et en effet, à Medellín, t'as un jardin botanique qu'il faut voir absolument. Parce qu'en fait, il me semble que c'est en Colombie que t'as le plus grand nombre de variétés D'orchidées. d'orchidées. C'est le nom que je cherchais. Et je crois que je les ai toutes prises en photo. Je dois avoir des centaines de photos d'orchidées différentes, hein, j'entends. Sympa. Et Medellín, je sais pas pourquoi on entend souvent parler de cette ville, mais j'ai pas réussi à savoir pourquoi j'entendais souvent ce nom-là. Parce que c'est la ville du cartel. Ah ouais, donc c'est pas forcément le côté touristique et sympa. Alors ouais, moi je cherchais qu'est-ce qu'il y avait de vraiment... Ouais, d'accord, ok. Alors on a trouvé que c'était une ville qui est assez moderne. Et je crois que la chose qui nous a le plus marqué à ce niveau-là, c'est on a eu un choc au niveau du métro. J'ai jamais vu un métro aussi clean de ma vie. À un tel point qu'on n'a pas le droit d'y manger. Ah ouais. Tu te prends une amende si on doit manger une banane ou une cacahuète. Ah tiens, j'aurais pas pensé ça, ouais. Ouais, ils ont construit je me demande si le fait que ce soit la ville du cartel, il n'y a pas beaucoup d'argent dans cette ville, et du coup, ils se sont construites leur ville à eux. Ouais. J'en sais rien, mais j'en sais rien, bah tant mieux, ça peut être agréable d'avoir un métro. Alors du coup, tu te déplaces aussi facilement dans la ville, quoi, mais c'est pas dangereux a priori. Je sais pas, que tu dis métro comme ça. Ah non, bah, c'était un métro aérien déjà, et d'accord. c'est même l'inverse, hein, en fait, justement, quand tu disais qu'il y avait une grande protection de la police et de l'armée, c'est à un tel point que t'as un mec habillé avec un énorme flingue à tous les coins de métro. Enfin, t'en as même plusieurs par métro. Enfin, tu te sens protégé en fait là-bas. C'est ça qui est rigolo. C'est le paradoxe de la Colombie dangereuse. Ouais, bon, on rappelle que maintenant c'est quand même, enfin, il y a certains quartiers dans certaines villes qui restent dangereuses où on vous dira de pas aller, mais c'est surtout dangereux dans certaines régions de montagne ou si on croise les rebelles ou des choses comme ça. Ah complètement, mais on n'y allait pas justement. Ouais, voilà, exactement, parce qu'il y a eu des enlèvements, mais c'est vrai qu'il y en a vraiment très peu. C'est souvent quand même des locaux qui se font enlever, malheureusement pour eux, mais des touristes c'est assez rare. En 2012, il y a visiblement 2 personnes qui se sont fait enlever. Mais j'ai rien trouvé d'autre, donc ouais, on va dire que c'est pas forcément l'endroit le plus dangereux non plus. Medellín, d'autres choses à dire après le jardin botanique? Alors Medellín, je voulais parler des hôtels parce que en fait j'en ai fait 4 en tout. Ouais. Non, 4, 3. 3 hôtels et il y en a que je voudrais faire un petit commentaire sur chaque parce que il y en a tellement que on sait jamais lequel choisir et comme ça tout le monde pourra choisir. Alors le premier c'était le Pit Stop Hostel, c'était un hôtel irlandais. Bon, un hôtel irlandais en Colombie. Ah, c'est sympa, oui. Ça. Il y avait du whisky au moins. Non. Et en fait, on n'a pas trouvé cet hôtel. À première vue, il avait l'air sympa. Il y avait le grand trèfle en devanture. Ça avait l'air joli. Et en fait, une fois qu'on est arrivé, c'est pas terrible ce que je vais dire, mais en gros, la clientèle qui fréquentait l'hôtel, c'était un peu des petits-fils de riches anglo-saxons assez jeunes, avec qui on n'a pas eu du tout d'affinité.
donc on a décidé de bouger. Les chambres étaient très petites, bon ça allait, hein. Il n'y avait pas vraiment d'ambiance. Et ce qui nous a un peu choqué, c'était comment tous les jeunes étaient très irrespectueux des lieux communs. Les jeunes laissaient toute leur vaisselle partout. Ça veut dire que si jamais tu voulais aller dans la cuisine, bah t'étais sûr de tomber sur un pot de vaisselle, tu étais obligé de la laver pour pouvoir l'utiliser. Et ce qu'on n'a pas aimé non plus, c'est que le moindre petit service était payant. À un tel point que même Internet était payant à la minute. On n'avait jamais vu ça ailleurs. Et c'est le cas ailleurs en Colombie aussi, des hôtels un peu comme ça, ou bien... Alors pas dans les 2 autres où on est allé, justement. Donc du coup, on a bien fait de partir. Et là, le deuxième, ça s'appelait la Casa del Sol, qui était quand même assez plus cool, des chambres qui étaient plus grandes, t'avais une ambiance assez sympa. En fait, les tenants de l'hôtel se regroupaient le soir pour jouer aux cartes et puis boire des bières, donc mais ça faisait une petite ambiance sympa dans l'hôtel. Par contre, petit détail croustillant, c'était impossible de dormir tellement les lits étaient durs. Donc du coup, on a dû partir. Internet était gratuit en revanche. On peut pas tout avoir, Heidi. C'est ça, on peut pas tout avoir. Mais on est parti quand même, on allait ailleurs. Moi, je dois dire que c'était la fin de notre voyage de 6 mois et on en avait un peu marre des hôtels pas chers, tout ça. Donc on s'est fait un petit plaisir et on est allé dans un hôtel qui s'appelle le Buddha Hostel, qui n'est pas dans le centre de Medellín, mais qui se trouve à 15 minutes à une station qui s'appelle Itagüí. Donc là, les noms, je sais pas si ça va être simple à retenir. Et donc le Buddha Hotel, très sympa. Pourquoi? Parce qu'il est un peu en dehors de la ville et là, on se retrouve en pleine nature. On est dans un village sympa. L'hôtel est un peu cher par rapport à la moyenne, mais on a un lit. Alors c'est simple, on peut y dormir à 4. Donc on s'est dit qu'on allait inviter des copines colombiennes. Je déconne. Et Chacun son truc, hein, pourquoi pas. Et on a bien aimé. Point négatif, parce que vraiment cet hôtel était magnifique. On a fait des photos, c'est les plus belles photos qu'on a fait en Colombie, c'est les photos de l'hôtel, c'est pour dire. C'est le mec qui tenait l'hôtel, c'était un Espagnol qui venait de Madrid, donc il avait investi et un vrai entrepreneur. Hein. Donc du coup, super hôtel, etc. Très sympa à premier abord. Seul X, c'est qu'il devient hyper envahissant avec le temps. C'est qu'il veut te vendre en permanence. Il veut vendre ses tours, il veut vendre sa bouffe. C'est bien, mais c'est trop, il en fait trop. Donc du coup, on lui a rien acheté, bien entendu. Quoi. Donc c'est un endroit que je recommande quand même pour quelques nuits, mais juste faire attention de ne pas trop se laisser embarquer, parce que le problème c'est que l'Espagnol fait en sorte que tu restes toujours avec lui, dans son hôtel, dans son bus, etc. Donc ça devient un petit peu envahissant. Mais par contre, Itagüí, c'est un endroit où il faut aller absolument, pour moi. Tu dis un village, donc c'est vraiment en dehors de la ville, comme c'est à 15 minutes. C'est à 15 minutes en fait en train, et c'est dans la banlieue en fait, tout simplement. D'accord, ouais, donc c'est quand même rattaché à la ville en fait. Oui. Ok, ben pourquoi pas, ça peut être un bon coin où s'arrêter. Hein. C'est vrai que des fois dans ces pays-là, de temps en temps, il faut s'arrêter dans un endroit un peu plus classe pour faire un petit break et puis repartir dans les hôtels un peu plus basiques après, quoi. Oui, bah voilà, mais en plus c'était aussi que on était toujours allé dans les centres-villes. Pour une fois, on est sorti un petit peu et c'est pas plus mal parce que tu trouves des hôtels moins chers, plus grands, plus sympas. La contrainte, c'est que quand tu veux aller visiter la grande ville, bah il faut se déplacer en taxi, en train, en bus, donc ça met plus de temps. Ouais, enfin c'est le cas quand on voyage dans toutes les capitales. Hein. On a toujours le choix où on est vraiment au centre, ça coûte plus cher, mais on est près, ou alors on s'éloigne plus. Ouais. Et donc pour revenir sur la ville, une chose qu'il faut absolument voir, c'est qu'il y a toutes les statues de Botero qui sont au centre-ville de Medellín. Donc je sais, tu vois qui c'est Botero, c'est donc le sculpteur très connu colombien qui est connu internationalement. Donc t'as le musée national de Botero qui est là. On a rigolé parce que Botero il est tellement fort que t'as toutes les autres peintures coloniales qui sont au milieu de ça. Et on a trouvé que c'était très mal dessiné en fait. Ah carrément, ouais. Bah ouais, t'avais beaucoup de personnes connues ou inconnues, enfin, inconnues surtout pour nous, mais c'était vraiment des portraits mal dessinés dans un musée. Bon après, il fallait bien les conserver quelque part. Ouais c'est ça, puis peut-être c'est l'âge ou ceux qui les ont fait qui sont importants. Donc tu dis que c'est bien d'aller visiter ce musée-là, ça vaut la peine, même si on n'est pas vraiment amateur d'art, parce que moi par exemple j'y connais pas grand-chose, j'avoue. Hein. Disons que pour voir Botero, oui, enfin moi je sais que mon père m'avait beaucoup initié à Botero quand j'étais plus jeune, il m'avait acheté des livres et du coup c'est peut-être que c'est ça tout simplement qui m'a fait vouloir y aller. Après c'est vrai que je suis pas amusée à fond, hein, mais de toute façon les sculptures sont dehors, hein, t'es pas obligé de rentrer dans le musée. Ouais, c'est sur une place. Hein. C'est sur une place, voilà, et c'est vraiment très beau à voir. Donc voilà, donc après on a fait dans ce musée, on a vu aussi l'art contemporain, on a moyennement aimé également.
Et ce qui nous a bien fait rire, c'est qu'il y avait tout un thème autour de l'eau. Et c'était très contemporain dans le sens où tu rentrais dans une salle. La salle gigantesque était occupée par 2 petites barques minuscules au milieu, avec des commentaires un peu à la mort moelle-neu, histoire de te faire avaler la pilule du côté contemporain, mais au final, rien de très intéressant. Mais c'est de l'art, tu comprends pas. Voilà, c'est l'art contemporain, tu vois. Oui, je suis pas forcément sensible toujours à ce genre d'art, hein, mais ouais, pourquoi pas, on va dire ça. Pas de sympa de voir une fois, on va dire. Il y a la basilique aussi, qui est la 7e plus grande au monde. Ouais. T'es passé Alors, devant, c'était nul. La basilique, peut-être que j'ai vu, je sais plus en fait. D'accord, donc on s'en fout. Mais bon, bref, vous le saurez, il y a une basilique là-bas qui est la 7e plus grande au monde. Voilà. Ah, c'est possible que ce soit celle qu'on ait essayé d'échanger, je me souviens. Mais sinon, à part ça, il y avait un parc que je conseillerais d'aller. Alors là, c'est plus pour sortir le soir. Ça s'appelle le parc de los periodistas. En français, ça veut dire les journalistes. Et alors, c'est un peu la sortie des punks de la ville, mais je pense que c'est à voir. Il y a des punks en Colombie. Ouais, il y a des punks en Colombie, ouais. C'est pas mal ça. Mais ils ont le même design que ceux de Londres. Oh, disons qu'ils sont un peu imbattables ceux de Londres, mais ouais, bah c'est une belle copie, on va dire. D'accord. Ok, ben ouais, c'est original. J'aurais pas pensé trouver des punks en Colombie, mais ouais, pourquoi pas. Et là aussi, c'est assez safe, quoi. On peut y aller en soirée. Écoute, on y est allé le soir et puis on est rentré en taxi, donc je pense qu'on n'a pas pris trop de risques non plus. D'accord, ouais. J'ai vu qu'il y avait aussi une colline au milieu de la ville. T'y as été peut-être, t'as une belle vue depuis là-haut. On n'y est pas allé, non. On n'est pas allé sur la colline. En fait, ce qu'on a fait, c'est que... Alors à Medellín, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un téléphérique qui fait 4 kilomètres. Je sais pas si t'en as entendu parler. Il a été construit il y a pas si longtemps que ça. Non, alors ça, j'ai pas vu. Alors c'est un téléphérique qui d'abord... c'est comme au ski, hein, tu vois, qui va au-dessus. Et par contre, tu vois tout... Tu pars du centre-ville, tu prends le téléphérique et tu montes, et tu vois toute la partie très populaire de la ville en regardant d'en haut. Et puis en plus c'est assez lent, donc t'as vraiment le temps de voir. Ça c'est vraiment un truc que je recommande. Et une fois que t'as passé toutes ces parties populaires, tu continues sur 2-3 kilomètres. Hein. C'est très long, hein. Je crois que tu restes au moins 40 minutes dans le téléphérique, peut-être plus, hein, je me souviens plus. Ah ouais, quand même, ouais. Et là, tu traverses des forêts, mais c'est incroyable. Hein. C'est vraiment... Et à la fin, t'arrives et y a rien. Il y a un point d'arrivée où on a marché, mais en fait, il pleuvait tellement qu'on n'a pas pu se balader partout et on est reparti. En fait. On a fait l'aller-retour, mais c'était juste histoire de voir des hauteurs. Mais ils ont fait ça pourquoi? C'est juste pour le tourisme, ça sert à rien d'autre. Bah, il me semble que ouais. Il me semble que c'est pour le tourisme. Oui, disons qu'en fait, t'as le téléphérique qui sert comme le métro, donc pour se déplacer d'un endroit à un autre. Donc il y a eu un premier arrêt pour aller en haut, tout en haut des quartiers populaires. Et après, le deuxième arrêt, il me semble que oui, c'est pour les touristes en fait. D'accord, c'est intéressant parce que ça semble assez gigantesque comme tu nous le dis. Hein. Oui, en fait, je viens de retrouver. En fait, c'est une réserve qui est naturelle pour le tourisme. Pour le tourisme, c'est bien ça. Ah, c'est intéressant, ça sonne bien alors. Aller en forêt en téléphérique, ça peut être sympa ça. Ah oui, non mais vraiment on a halluciné. En fait, je viens d'y penser, j'avais oublié de le noter. Et donc pour finir sur une dernière touche, je sais pas si t'as entendu parler de Guatapé. Non. Alors Guatapé en fait c'est une ville qui se trouve à 3 heures en bus de Medellín. C'est visité essentiellement par des Colombiens. Et pourquoi c'est connu? Parce qu'il y a un grand rocher c'est un monolithe en fait, qui est vraiment hallucinant. Et cette ville est connue aussi parce qu'en fait tous les villageois se sont amusés à faire des dessins sur tous les murs de la ville. Donc la ville est ultra colorée. Il y a des dessins partout. T'as l'impression d'être à Walt Disney, clairement. Et en fait, ce sont des techniques de dessin qui se font sur les murs depuis des générations. Et c'est transmis de parents à enfants depuis des générations. D'accord. Toi, je sais pas si tu as été au Chili. J'y suis allée aussi, oui. Parce que, sauf erreur, du côté de Valparaiso, il y a aussi pas mal de graffitis comme ça, un peu sur les murs, on peut le dire. Ça y ressemble ou c'est pas le même style? Pas du tout. Parce que j'y étais. C'est pas du tout la même chose. En fait, Valparaiso, c'est très coloré parce que c'est une ville qui est pleine de favelas et qui sont fabriquées sur des collines de partout. Et les personnes des favelas ont peint toutes leurs maisons dans des couleurs différentes. Alors, je sais pas, ils ont dû se passer le mot. Et d'ailleurs, il y a même une expression qui parle de Valparaiso en disant qu'en fait, elle a été construite par un ange bourré. C'est sympa ça. Alcoolisé, quoi.
Et donc rien à voir. Là, c'est vraiment, c'est très coloré, mais très favelas, alors que Guatapé, c'est très coloré, mais des dessins et très Walt Disney. Voilà, donc vraiment, c'est bien différent. Et tu vas facilement depuis Medellín? T'as un bus de 3 heures, voilà, j'ai toujours beaucoup de mal avec tout ce qui est moyen de transport avec un moteur, j'ai toujours beaucoup de mal, donc je vais toujours être critique. Ça va dans tous les sens, t'as des bosses partout, enfin, c'était épuisant. Mais ça valait le coup. Ah oui, ça valait le coup. Et comme je disais, c'est l'enfer avant le paradis. En fait, tu passes 3 heures d'enfer dans un bus pour arriver au milieu du paradis de Colombie. Et en fait, c'est une ville, c'est un lieu où il y a des tas de lacs partout que tu peux visionner du haut du monolithe. Et ce sont des lacs artificiels. Alors c'est lac artificiel, pourquoi? Alors c'est Tony qui, entre deux dessins de lama, vient nous expliquer un peu pourquoi. Salut Tony. Pour vous expliquer que Guatapé, en fait, c'est artificiel complètement. C'est un paysage très vallonné, pas très haut, qui a été inondé par la ville. Bah alors, je ne sais plus laquelle, par contre. Enfin, la ville à côté. Mais d'ailleurs, je crois que c'est Cali, si je dis pas de bêtises. Ah, Medellín, pardon. Donc c'est la ville de Medellín qui a décidé de purger un barrage sur un paysage vallonné. Voilà. Et du coup, ils ont prévu en même temps qu'ils feraient une base de loisirs géante qui leur permettrait de faire de la planche à voile, plein d'activités nautiques, et entre autres parce que là-bas il y a aussi des complexes hôteliers qui commençaient à se monter. Quand on y était, il y avait pas grand-chose. À l'heure actuelle, peut-être que ça évolue. Voilà. D'accord, bah un grand projet, hein. Ouais. Ok, eh ben merci d'être passé Tony. Et je t'en prie. À la prochaine. Pas de souci. Ok, alors merci à Tony pour ces petits éclaircissements. Alors je crois qu'on a fait un peu le tour de Medellín. On va partir sur Bogota maintenant? Oui, complètement. Bogota, capitale de la Colombie, alors si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, la capitale Ok. de la Colombie. Et pour la première petite anecdote, c'est une ville que j'ai trouvée pas belle du tout. Et c'est pas méchant, elle est connue pour ça. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde. Une ville connue pour être moche. Ben c'est Une ville pas connue pour mal. être moche, autant que Paris est connue pour être la plus belle ville du monde. Ouais, je suis pas certain que c'est la plus belle ville du monde. Moi je préfère Londres, hein. Bah disons que la réputation, je pense. Réputation, voilà, exactement. Bon, d'accord. Bon, alors une ville, bon, tu dis qu'elle est moche, mais il y a quand même des trucs intéressants à y faire. Parce que globalement, on y atterrit, hein. Si on vient juste en Colombie, en principe, on atterrit là, hein. Ouais, oui, exact. Ça n'a pas été notre cas, mais oui, en effet. Alors, elle est moche, mais le centre historique est absolument à voir. Le contraste est hallucinant parce que justement, c'est juste magnifique. J'ai pas d'autres mots. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bah, comme d'habitude, hein, on s'est baladé, on a observé, on a pris des photos et on sait pas trop. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très joli. J'ai pas grand-chose à dire de plus. D'accord. Toi, est-ce que t'es passé par le quartier de la Candelaria? Oui. Parce que paraît-il, c'est justement un endroit où il y a pas mal d'auberges de jeunesse pour les voyageurs un peu. Et ben justement, donc j'allais en parler de ce quartier-là. Donc c'est pas le premier quartier où on a atterri. On a atterri dans un autre quartier qui était moins sympa. Et l'hôtel où on était assez glauque, donc on s'est dirigé vers la Candelaria sous recommandation. Et c'est plein d'hôtels, plein d'auberges de jeunesse comme tu dis, plein de tourisme, mais cool, hein, dans le bon sens du terme. Tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de touristes en Colombie, mais bien sûr, hein, il y a des centres où tu les retrouves tous. Et il y avait un hôtel, alors malheureusement je n'ai pas le nom, je l'ai perdu, qui était tenu par un Allemand et qui était connu comme l'hôtel où il fallait aller à la Candelaria, mais après il y en a plein qui avaient l'air de vraiment valoir le coup. Ce qu'on a trouvé sympa là-bas, c'est qu'on a eu la chance de faire la rencontre de deux Colombiens, Angelica et Mono, c'était son surnom, parce que Mono ça veut dire singe hein, en espagnol. Ah ouais. Ouais, on l'appelait Mono. Et en fait c'est un couple qui nous a emmenés partout. Cette ville, on y est resté que trois jours. C'était nos derniers jours et pour dire la vérité, on a fait que la fête. Voilà. On a fait que la fête et ces Colombiens nous ont emmenés vraiment partout dans tous les endroits, mais même des endroits dangereux. Hein. Même eux, ils avaient peur. Pour faire la fête. Ouais. Et ils nous ont emmenés de bar en bar, de boîte en boîte. On allait partout. C'était vraiment génial et on savait pas trop où on était, mais on était autour du quartier de la Candelaria. Ok, d'accord. Bah, alors si vous y allez sans vouloir faire forcément que la fête, il y a quand même un jardin botanique, le José Celestino Matisse, qui semble être vraiment grand, plus grand que celui de Medellín en l'occurrence. Et puis il y a aussi une grande tour, tu as dû la voir, la tour Colpatria. Sûrement.
qui est visiblement l'endroit le plus haut de la ville, donc on peut avoir des jolis trucs à regarder. Puis surtout ce que t'as loupé, alors c'est peut-être dommage, la cathédrale de Celle. Ah oui, exact, et on n'y est pas allé, ouais. Ouais, alors ça c'est dommage parce que les images, pour le coup que j'ai vues, sont vraiment magnifiques. Hein. C'est une cathédrale qui a été faite justement dans des anciennes mines de sel, qui est vraiment magnifique, et notamment un miroir d'eau qui doit être vraiment très étrange à voir avec une acoustique très particulière. Et ça s'appelle, si vous le cherchez, ça s'appelle la cathédrale de Zipaquia. Voilà, ça peut être sympa si vous avez pas envie de faire la fête comme Haïdé. Il peut y avoir des trucs sympas à regarder. En fait, j'ai fait la fête et puis j'ai eu un autre problème, c'est que comme on s'était fait agresser au Pérou, j'ai passé ma vie, comment ça s'appelle les endroits où tu as fait ton passeport Ambassade? Dans les ambassades, voilà. On avait que 4 jours, j'y suis allée 3 fois sur les 4 jours. Ouais, ça c'est embêtant. Alors, je ne souhaite ça à personne, ça a été vraiment l'enfer, hein, parce que du coup, justement, j'ai pas pu profiter de la ville comme tu es en train d'en parler. J'ai passé ma vie à l'ambassade à essayer de refaire mon passeport, tout le temps des problèmes. Alors, j'ai la malchance d'avoir un passeport irlandais. Je dis ça parce qu'en fait, c'est très difficile de refaire faire son passeport irlandais dans tous les pays d'Amérique latine. Tony, son passeport volé, on lui a fait en 5 minutes. Le mien, j'ai eu 3 passeports différents provisoires pour avoir finalement un passeport que j'ai finalement reçu que en Argentine. Donc j'ai dû passer les frontières sans passeport, ça a été folklore aussi. Et en plus, l'ambassade est dans un coin paumé de Bogota. Pas joli. Je pense que c'est plus intéressant ce que toi tu as à dire sur la ville. Oui, j'avais à dire ça. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une ville. C'est une ville où on atterrit. Hein. C'est comme beaucoup de villes capitales qui sont pas franchement tout à fait intéressantes. Mais il y a quand même au niveau de la culture, il y a pas mal. Notamment l'observatoire astronomique aussi, si on s'y intéresse un peu. Ceci dit, au milieu d'une ville, c'est pas forcément le meilleur endroit pour observer les étoiles. Mais voilà. Enfin, une ville où on passe tranquillement. Alors toi, t'as fait 2 semaines au Colombie, voilà, tu nous as dit un peu quelques trucs que t'as fait. Alors c'est vrai que c'est très court pour se donner une idée un peu du pays, mais les gens, comment ils sont là-bas? Parce que c'est une question qu'on se pose souvent quand on voyage. On peut visiter un pays qui est pas très bien, c'est pas grave si les gens sont sympas, et le contraire est aussi vrai, hein, ce qui fait que beaucoup de gens ne reviennent plus en France, par exemple. Eh bien, les gens, je les ai trouvés très, très aimables. Ça nous a même fait un choc émotionnel, surtout après être passé par le Pérou. Il faut savoir qu'on parle couramment tous les deux espagnol. Ça aide. Hein. Voilà, oui, mais justement, c'est ça qui est fou. Enfin, moi, je suis vraiment bilingue espagnol et c'est pas pour me la jouer hein, que je dis ça, mais c'est la vérité. Et quand j'étais au Pérou, je parlais aux gens, ils ne comprenaient rien à ce que je disais. En Colombie, on a été agréablement surpris parce que quand on en parlait, ils comprenaient tout. Et même si on avait une petite difficulté, ce qui arrive souvent quand on parle une autre langue, ils comprenaient quand même. Enfin, ils savaient nous orienter. On a trouvé dans l'ensemble que les villes étaient belles, que les gens étaient assez éduqués en moyenne, et qu'on s'est rendu compte qu'on en avait d'autant plus ras-le-bol qu'on nous dise ne va pas en Colombie, c'est faux. Voilà. Ouais, c'est un peu tout le monde ce que tout le monde dit. Alors voilà, le message de VoyageCast, allez en Colombie, faites quand même attention, faites pas n'importe quoi, mais vraiment ça a l'air d'être un pays sympa et comme tu disais, les gens ont vraiment l'air géniaux. C'est un peu, j'ai lu pas mal d'interviews sur la Colombie pour préparer un petit peu le podcast et tout le monde dit mais allez-y parce que franchement c'est génial. Quelques auditeurs d'Allo la planète aussi qui sont passés par la Colombie et qui disaient exactement la même chose. Donc ça peut être un bon moyen de profiter, puis peut-être de profiter de l'Amérique du Sud sans avoir le flot de touristes qu'il y a dans d'autres pays quoi. Un peu moins joyeux peut-être. Alors ok, les gens sont sympas. La nourriture, on mange quoi là-bas? Gras. Gras, d'accord. Mais encore. Non, en fait, j'ai été assez impressionnée. C'était à Cali surtout. On était dans des hôtels où on pouvait faire à manger, ce qui n'est pas le cas de tous les hôtels. Et on en avait marre de manger dans des petits boui-boui où tu sais pas trop ce que tu manges. Enfin, tu vois. Donc on a décidé d'acheter nous-mêmes, faire nos courses, surtout là-bas, et on était vraiment impressionnés par le rapport qualité-prix des pièces de bœuf. Ah, tu m'étonnes, il y a l'Argentine à côté. C'est peut-être ça, ouais. Mais elle était meilleure qu'en Argentine, justement. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu bizarre, ouais. J'ai été impressionnée, vraiment. On s'est gavé de viande rouge. Alors faut pas être végétarien. Ça tombe bien, je suis pas végétarien. Sinon, oui, tu manges du poisson grillé, mais qui est bon, mais tout est un peu baigné dans l'huile. Mais sinon, la nourriture est pas mauvaise, ça va, on était agréablement surpris. Au niveau des prix, si j'ose demander, alors c'est vrai que ça change beaucoup entre les voyageurs, mais sans forcément que tu nous dises ton budget en 2 semaines, parce que ça change, mais à quel niveau ça se situe un peu par rapport à nos moyens financiers qu'on a en principe en Europe? Pour la Colombie, je dirais que tu payes à peu près... J'ai envie de dire, en moyenne, tout est entre 1/3 et moitié prix de la France.
Par rapport au Pérou, par exemple, ça se situe où? C'est moins cher, je suppose, non? Le Pérou, c'est moins cher. Pérou, c'est moins cher. Ah d'accord, j'aurais pensé le contraire, parce que quand même le Pérou est justement plus touristique. Bah non. Non, moi, il me semble, c'est relatif. Oui, c'est difficile à dire, voilà, mais il n'y a pas vraiment de différence énorme que ça. Voilà. Les pays les moins chers en Amérique latine, pour moi, c'était la Bolivie. Après, c'était le Pérou. Après, l'Équateur. Après, le Chili. Après, la Colombie. Et après, l'Argentine. Donc, l'Argentine le plus cher. Ok, bon, donc c'est encore, entre guillemets, payable pour nous, quoi. Ça vaut vraiment le coup au niveau du portefeuille, hein. Pas à dire. Point de vue du temps, alors toi, tu y as passé vraiment 2 semaines. Tu dirais qu'il faut y rester combien de temps si on veut faire un petit peu le tour du pays? Toi qui as un peu plus les grandeurs dans la tête, vu que t'as pas mal quand même voyagé entre les villes. Alors en fait, au départ, moi j'étais une voyageuse longue date avant de faire des voyages backpack. Je suis partie 1 an et demi en Espagne. J'ai vécu 1 an en Angleterre. Et en fait, je me suis dit que ce serait pas mal qu'un jour je me fasse mon petit voyage backpack, bien que je suis pas du tout friande de vacances. Et moi, le voyage backpack, je le confondais pas mal avec... je l'assimilais beaucoup au voyage un peu vacances, parce que tu restes à chaque fois 1 semaine, 2 semaines. C'est pas assez en fait. La différence entre vivre 1 an et demi en Espagne et vivre 2 semaines en Colombie, il n'y a pas photo. L'Espagne, j'ai vraiment connu la profondeur, j'ai vécu avec les personnes. J'ai compris des tas de choses que j'aurais jamais vues si j'étais restée que 2 semaines. Donc, pour moi, faut rester au moins 6 mois dans un pays ou dans une ville. C'est comme ça que je conçois pour les prochaines fois. Ouais, remarque, c'est possible justement avec des pays comme la Colombie pour avoir y resté pendant 6 mois parce que au-delà du billet d'avion, après là-bas, la vie est quand même relativement peu chère, quoi. Tu te rembourses intégralement le billet. Donc c'est faisable, quoi. Faut trouver du boulot sur place. Ouais, ça c'est peut-être autre chose. Bon, on est dans des pays où on peut peut-être encore économiser un peu. Tu vois, je veux dire, c'est un truc qui est faisable en 2-3 ans, peut-être, d'avoir assez de budget pour 6 mois là-bas. Oui, je pense. C'est faisable, quoi. Il y a beaucoup de gens, c'est assez étrange, hein. Enfin, toi qui blogues aussi sur le voyage, tu dois le remarquer, entre ceux qui voyagent maintenant très souvent dans des capitales européennes, par exemple, ce qui coûte pas très cher si on s'y prend à l'avance, ou ceux qui ne voyagent pas pendant 3-4 ans, et qui font justement un grand voyage, peut-être 6 mois c'est beaucoup, mais en tout cas 2-3 mois dans un autre pays, avec pour le coup vraiment les moyens d'y rester puis d'y faire ce qu'ils veulent, quoi. Et d'approfondir surtout la connaissance du pays, parce que comme je te dis, là, les 6 mois en Amérique latine, à part l'Argentine où je suis restée 2 mois, donc j'ai plus approfondi, le reste, j'ai vraiment eu l'impression de survoler, et j'ai pas envie de refaire ça. Je sais que là, l'année prochaine, on a décidé de partir en Chine et au Japon. Oh, très bien ça. Et oui, on a 3 mois. Alors déjà, on trouve que c'est peu, hein. En fait, au début, Chine et Japon en 3 mois, ça risque d'être chaud, ouais. Ah, c'est pas assez, c'est clair. Mais le problème, c'est qu'on a que 3 mois, encore une fois, hein. C'est toujours la c'est déjà pas mal, hein. Ouais, enfin voilà, après on a tous des boulots, voilà, il faut quand même que l'argent tombe à la fin du mois quelque part pour pouvoir manger, hein, c'est clair. Mais c'est pas mal, hein. Joli projet de voyage, hein. On a fait des podcasts sur la Chine et sur le Japon, si jamais. Ah je vais aller les écouter, du coup. Ça peut toujours être instructif. Bon, en tout cas, merci, c'est sympa. Juste peut-être 2-3 petits mots en plus sur ton blog. Donne-nous envie d'aller sur Travel Plugin. Qu'est-ce qu'on va y trouver de vraiment sympa? Le ton. Le ton est sympa parce qu'il est assez franc. On n'hésite pas à être critique dans le bon comme dans le mauvais. On essaye d'être originaux dans ce qu'on apporte, dans le sens où on essaye de sortir un petit peu du côté classique qu'on peut retrouver sur les blogs de voyage. On donne beaucoup de conseils, autant en voyage qu'en blogging, comme je disais tout à l'heure. On parle pas forcément de destination en particulier, mais plutôt on insère dans nos conseils des petites anecdotes qui permettent d'illustrer justement nos propos et pour rendre crédibles nos conseils. Il y a bien sûr les superbes dessins de Tony qui sont un peu sarcastiques, un peu rigolos, un peu moqueurs. Donc ça, je sais qu'on a des très très bons retours là-dessus. Et aussi, on fait de plus en plus de vidéos. On en est à notre 10e vidéo sur le blog. Et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Écoutez, je publie 1 à 2 articles par semaine. Donc ça, c'est une autre chose. Et voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ok, pas mal. Peut-être, moi, si je devais noter 3 choses sur Travel Plugin, c'est la vidéo que tu as faite. Alors, je me rappelle plus. Rappelle-nous le nom de ce blogueur que tu as interrogé pendant quelque temps. Tu étais en Thaïlande, sauf erreur. On trouve la vidéo sur YouTube. Alors, c'était bien en Thaïlande, à Bangkok. C'était Kevin Baudin.
Voilà, exactement. Alors, je vous mettrai le lien de toute façon sur l'article de Voyagecast. Vraiment, il faut la regarder parce que l'interview est intéressant, mais surtout l'environnement est vraiment génial parce que t'es dans un parc en Thaïlande. Hein. Il y a des espèces de lézards qui nagent dans l'eau. Il y a des oiseaux. Enfin, je trouve que c'est magnifique l'environnement sonore. J'aime beaucoup le son. Hein. C'est vraiment génial. J'ai beaucoup aimé. Puis 2 articles sur ton blog. Je dirais celui sur la viande argentine. Vraiment. N'oubliez pas d'aller y jeter un œil. C'est vraiment, on va pas vous dire de quoi il parle, mais allez le lire, il est vraiment sympa. Et le deuxième, c'est celui de Tony, hein. On peut lui lancer des fleurs, il nous écoute, sur les lignes de Nazca, qu'il faut vraiment lire, parce qu'il est très sympa, il est très original. Ouais. Effectivement, j'ai vu aucun blog de voyage qui parle de ces lignes de Nazca, donc allez les voir. Super. Eh ben, merci beaucoup d'être passé sur Voyagecast. On se retrouvera peut-être une prochaine fois pour parler d'un autre voyage. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Il a été tué. Ouais. Par qui? Personne qui soit encore en vie. Oh, t'as beaucoup de talent. C'est ça que tu veux devenir plus tard, une artiste? Je voulais devenir comme Dina, la princesse guerrière. Et plus maintenant? Non? Je veux devenir une tueuse. Tu pourrais m'aider? Bien sûr. Et encore merci à Aidé et à Tony d'être passés sur Voyagecast. C'était un réel plaisir de les avoir, d'autant plus que j'aime vraiment lire leurs articles. Je vous encourage à passer sur leur blog travelplugin.com. Ils ont des articles qui sont vraiment intéressants et surtout qui ne se trouvent pas quelque part ailleurs sur la blogosphère de voyage. Alors qu'est-ce qu'on avait comme film cette fois-ci sur Voyagecast ? Eh bien, le premier film, un peu difficile à deviner, je vous en conviens sur cette discussion-là, c'est le célèbre film À la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito que vous connaissez certainement. Alors ce n'est pas un film récent, il date de 1984. Pourquoi est-ce qu'il a été pris ? Eh bien parce qu'il est censé se passer en Colombie. Mais voilà, comme beaucoup de films qui sont censés se passer en Colombie, celui-ci ne se passe pas en Colombie. Le film aurait vraiment dû être tourné en Colombie, mais il n'a pas pu l'être puisqu'il y avait pas mal de kidnapping d'Américains et on comprend qu'on n'a pas eu envie que Michael Douglas soit enlevé. Où est-ce qu'il a été tourné ? Eh bien, au Mexique. Je ne sais pas vraiment si ça ressemble, mais visiblement, le réalisateur s'est dit que ça collerait. Réalisateur d'ailleurs, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Eh bien, parce que si ce film est somme toute assez chouette à regarder, on va dire, s'il y a un peu de pluie, le film est un peu daté, il faut l'avouer, la musique est assez terrible, mais ça se regarde quand même, hein, si jamais. Eh bien pourquoi ? Parce que le réalisateur n'est autre que Robert Zemeckis. Mais alors pourquoi est-ce que je vous en parle ? Eh bien parce que vous le connaissez certainement. Il a fait notamment Retour vers le futur, Forrest Gump ou encore Seul au monde. Un de ces derniers films, vous l'avez peut-être vu, est Flight avec Denzel Washington. Un film qui vaut mieux pas regarder si vous allez prendre l'avion prochainement. Donc voilà, à la poursuite du diamant vert, le pitch est assez simple. Une jeune femme va donner une carte au Colombie pour sauver sa sœur de l'emprise d'horribles méchants barbus et moustachus. Elle rencontre par hasard accidentellement le beau Michael Douglas qui veut aller chercher un trésor et puis voilà, il y a une aventure, il y a de l'amour, voilà. Vous avez compris le truc. Bon, bref, un film à regarder si vous avez le temps. Le deuxième film dont vous avez entendu l'extrait à la fin de l'interview est Colombiana. Quand je vous disais que les films censés se passer en Colombie ne se passent pas en Colombie, c'est la même chose. Colombiana ne se passe pas en Colombie, il n'y a même aucune scène qui a été tournée en Colombie. Comme à la poursuite du diamant vert, une partie a été tournée à Mexico, une grande partie a été tournée du côté de Chicago, en Illinois, et à la Nouvelle-Orléans. Ce qui implique d'ailleurs pas mal de soucis. Le film, sauf erreur, est censé se passer à Bogota au début. Or, Bogota est représentée comme une ville qui ressemble énormément au vu des favelas qu'on a au Brésil, alors que ce n'est vraisemblablement pas du tout le cas. On y voit beaucoup de forêts, alors qu'en fait Bogota se trouve plutôt en altitude. Bref, un film qui n'est pas exact sur la Colombie. Un film, je dois vous l'avouer,
qui n'a rien d'intéressant. Si vous avez vu pas mal de films et que vous entendez l'extrait que je vous ai mis dans l'interview, vous avez déjà compris tout le film. Ce qui n'est pas très étonnant, il faut dire que le film au début a été écrit comme étant une préquelle à Léon, et c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs, mis à part que Léon est un bon film, Colombiana définitivement non. Je vous dirais le seul point positif du film, en étant un poil méchant, c'est qu'il y a la très très belle Zoé Saldana, que vous voyez sous toutes les coutures pendant tout le film. Elle s'habille assez moulant, ce qui n'est pas spécialement pour déplaire à notre rétine. Mais bon, on va dire que 2 heures de film juste pour la voir, c'est peut-être un peu trop. Pour ceux à qui le nom de Zoé Saldana ne dit rien, sachez que c'est elle qui se cache derrière la très belle Neytiri de Avatar. Et c'est elle aussi qui joue la petite amie de Spock dans les nouveaux Star Trek. Donc bon, finalement un film qui porte le nom Colombiana, qui ne se passe pas au Colombie avec pas grand chose intéressant à voir. Passez votre chemin, il y a certainement d'autres films qui ont un peu les mêmes thématiques, qui vous intéresseront sans doute. Je ne saurais que vous conseiller le film Léon, même s'il est assez violent, il faut le reconnaître, avec la très jeune Nathalie Portman et le très charismatique Jean Reno. Alors voilà, assez parlé de films, après tout c'est un podcast de voyage, mais vous le savez sans doute avec le temps, je suis un passionné de cinéma, et j'aime bien mettre ces petits extraits sonores. Alors c'est tout pour cet épisode, peut-être juste un petit signe encore, si vous voulez aller mettre des notes sur iTunes, faire un commentaire sur Facebook ou Twitter, vous êtes les bienvenus, je réponds au principe à tout le monde relativement rapidement. Si vous avez un voyage à raconter, ou si vous connaissez quelqu'un qui a des choses intéressantes à raconter sur le voyage, je vous en prie, VoyageCast a les portes grandes ouvertes pour tous ceux qui veulent partager leurs aventures. Partager ces aventures, c'est d'ailleurs ce que fera Benoît Curdy, qui sera le prochain invité de VoyageCast. Alors, pour ceux qui écoutent du podcast, vous le connaissez certainement, c'est le grand maître derrière le podcast Niptech, un podcast suisse, s'il vous plaît, qui traite des nouvelles technologies, des startups et de l'inspiration. Un podcast qu'il vous faut impérativement écouter parce qu'il est vraiment génial et puis il voit la technologie d'une façon un peu différente des autres podcasts qui font aussi de la news tech. Alors de quoi va-t-il nous parler ? Eh bien de l'expatriation. Il a eu le privilège de travailler pour Google il y a quelques années. Pour cela, il a dû se déplacer en Irlande et il va un peu nous raconter ce qu'est l'expatriation, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on s'y prépare, comment est-ce qu'on revient. Et puis il va profiter pour nous faire une petite touchette sur l'Irlande. Qu'est-ce que c'est le travail en Irlande ? Alors je crois que je vous en avais déjà parlé. Nous allons reparler de l'expatriation dans d'autres podcasts. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un sujet très intéressant. On est beaucoup dans la communauté voyageur à être un peu déçus de ne pouvoir voyager qu'un mois par année. Et puis finalement, est-ce que l'expatriation n'est pas une façon intéressante de voyager et de s'intégrer ? C'est du very slow travel, pourrait-on dire. Enfin bref, qu'est-ce que ça nous amène en tant que voyageurs ? Eh bien VoyageCast va essayer de traiter cette problématique, cette fois-ci sur l'Irlande et puis la prochaine fois certainement sur le Japon. Alors voilà, je crois que j'ai assez parlé, on se dit à dans 2 semaines. Alors je vais vous laisser avec ce morceau absolument magnifique qui est normalement chanté par Trent Reznor du groupe Nine Inch Nails, si vous connaissez. Le morceau s'appelle Hurt. Et cette fois-ci, il est chanté par le défunt Johnny Cash. Alors j'ai hésité entre les 2 versions, entre celle de Nine Inch Nails et celle de Johnny Cash. J'ai laissé celle de Johnny Cash parce que j'aime bien Johnny Cash, tout simplement. Et puis aussi parce que celle de Trent Reznor est vraiment très dark. C'est du métal industriel, une sorte d'ambiance post-apocalyptique qui est vraiment magnifique, mais qui était peut-être un peu trop sombre pour un épisode de VoyageCast. Je vous laisse donc avec cette version qui ne manque pas de dark. C'est vraisemblablement la dernière musique qu'a enregistrée Johnny Cash avant de mourir quelques mois plus tard, ce qui donne un aspect tout particulier à cette magnifique musique. Pourquoi cette musique pour cet épisode ? Eh bien tout simplement parce qu'elle est utilisée dans la bande originale du film Colombiana. On reste donc dans la thématique. Alors on se dit à la prochaine. Je vous laisse avec Johnny, vous serez bien accompagné pour la fin de ce podcast. Allez, à ciao, bonsoir.